Vamos a continuar con la segunda parte de esta mañana, que va a ser una comunicación de la doctora Katinka Adriana Stan. Ella es profesora de la Universidad de Laval, de Didáctica de la Historia y Didáctica de las Ciencias Sociales. Y debo reconocer que c'est un plaisir d'être ici dans la même table que Katinka. Je crois que maintenant, il y a une bonne relation personnelle. Nous avons connu il y a 2-3 ans. 3 ans déjà. 3 ans. Oh là là. Et au Québec avant. Et au Québec avant, alors. Je veux dire de Katinka, je vais destaquer surtout des habiletés, des compétences. Une chose, c'est ses capacités de travail. C'est énorme, elle est très très jeune, elle a publié beaucoup, elle a travaillé beaucoup, mais surtout sa capacité de lidérer des projets controversés. Je ne sais pas si vous savez, mais pendant le 2014-2015, il y avait une réforme curriculaire au Québec, qu'il y avait un débat très 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 intéressant, on dit, intéressant, qui a énervé beaucoup à la communauté d'historiens et à la communauté de didacticiens de l'histoire. Ça veut dire que los historiadores decidieron que faltaba mucha historia de Quebec, mucha historia nacional de Quebec y que por lo tanto en el currículum debía haber mucha más historia porque los alumnos no sabían, por lo tanto había que dar más contenidos, mientras que los didactas de la historia lo que propugnaban y lo que defendían es que no es que debía haber más contenidos, sino que se debía de enseñar más son procesos de aprendizaje, sobre todo enseñar más a cómo construir el pensamiento histórico. Ante este debate muy interesante, Katinka lideró un proyecto que finalmente se ha materializado en este libro, Histoire nationale tel qu'elle enseignée dans nos écoles, donde se pueden encontrar aportaciones tanto del ámbito más de la historia como del ámbito de la didáctica de la historia, en el que se aportan razones a favor de un proceso o del otro y en el que creo que nos permite reflexionar sobre cuál es el papel que el currículum tiene en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Evidentemente aquí, al menos aquí en Cataluña, creo que es una gran aportación porque como todos bien sabéis, aquí en Cataluña pues vivimos procesos paralelos, también muy interesantes en lo que es la construcción nacional y por lo tanto nos miramos bastante qué es lo que hacen en otros lugares del mundo y especialmente en Quebec. Además, en Katinka, elle a fait sa thèse doctorale sur l'analyse des contenus des manuels de texte, mais surtout sur la présence des héros. Elle a fait une analyse comparative pendant le 19e siècle à peu près, et elle a analysé quels héros il y a dans les manuels de texte, dans quel contexte et quelle finalité. Et on voit que dans la monarchie, pendant la période communiste et l'actualité, les héros ont changé parce que la finalité de l'histoire a changé. Et sa réflexion était très très intéressante. Je vous recommande énormément de lire sa thèse doctorale qui a été publiée parce qu'elle donne beaucoup de clés, des idées clés pour réfléchir sur cette thématique. Lo que nosotros le hemos pedido ya a Katinka es que nos haga una panorámica sobre la mirada sobre el territorio desde esta didáctica también de la historia, específicamente en Quebec, y haciendo referencia a esta capacidad de trabajar en equipo, de aunar esfuerzos, pues su ponencia, aunque la presenta ella, refleja el trabajo junto con el equipo en el que está la Universidad de Laval y por lo tanto, y aunque ella es la representante, también tenemos al profesor Frédéric Lacerra y Margarida Romero, que han aunado esfuerzos y reflexiones para traernos aquí sus conclusiones. Por lo tanto, Katinka, muchísimas gracias por acceder a venir aquí, por acceder a nuestra proposición de formar parte de nuestras jornadas, de nuestro colloque. Y bueno, el tiempo es tuyo. Gracias. Je vous remercie beaucoup. Je suis très heureuse d'être ici et de vous présenter cette réflexion sur le territoire et la nation. Ce sont des constructions tous les deux et l'un sert l'autre dans le sens que plus on articule le territoire,
territoire, plus on le construit, plus on se l'approprie dans un discours, plus on renforce une nation, une identité. Et donc, les deux vont ensemble, surtout dans ce contexte de Québec et de Canada, deux pays fédéraux. C'est un peu comme Espagne et Catalogne. Pour ce défi qui est de vous montrer un peu les implications, le contexte politique qui régit, qui encadre, qui contraint un peu l'enseignement de l'histoire au Québec. J'ai fait appel à mes collègues aussi, Margarida Romero, qui a été une de vos collègues à l'Université autonome de Barcelone et qui nous a traduit aussi le résumé que vous avez en catalan, et à mon collègue qui vient du département de géographie, Frédéric Lasserre. Frédéric Lasserre a écrit ce livre, Le Canada d'un mythe à l'autre, qu'il va laisser pour la bibliothèque ici, et il montre justement que tout le Canada, comment s'est construit l'idée de Canada, et en même temps qu'on construit le territoire canadien, on parle aussi d'un nationalisme canadien. Et alors donc, après la présentation de docteur Sylvain Dussault, qui était sur les enjeux et les difficultés, les défis du chercheur, voilà un peu que le contexte aussi dans nos pratiques, il pose beaucoup de problèmes aussi parce que la recherche, des fois, on va voir ensemble, elle est récupérée par le milieu de pratique, elle est mobilisée notamment pour des revendications territoriales ou des droits, etc. Alors, ma présentation ici se décline en trois parties. Premièrement, je montrerai l'écart entre le nationalisme canadien et le nationalisme québécois, qui ont tous les deux un fondement commun, qui est le territoire. Et pour ce faire, on va analyser des représentations du territoire, notamment de paysages, parce que c'est une façon de concrétiser, de imager le territoire. Et donc, après, nous exposerons les raisons historiques qui ont conduit à cette identité territoriale, autant pour le Canada anglais que pour le Québec. Et nous montrerons aussi, dans le deuxième point, au-delà de ces discours d'unitaire, d'un pays unitaire, d'un pays harmonieux, quels sont les conflits, quelles sont les tensions à l'intérieur de l'État canadien entre les provinces, entre des revendications territoriales, etc. Et donc, on montre un peu l'écart entre un discours et la réalité. Et aussi la place qu'occupent les communautés amérindiennes qui sont un peu entreprises entre fédérales et provinciales. Et dans un troisième temps, on va parler de comment on envisage, comment on présente le territoire, le rapport au territoire dans le nouveau programme d'histoire. Je vous parlerai un peu de ce débat un peu qui anime historiens, didacticiens, enseignants et la société aussi, parce que au Québec, on a des grandes attentes sociales par rapport à l'enseignement de l'histoire et à l'histoire en général. Il y a toujours un sort de souhait de greffer un projet politique dont on fait part à l'école. Et donc, voilà un peu, je parlerai aussi sur l'éducation à la citoyenneté dans ce contexte du programme scolaire qui met l'accent sur une histoire plus traditionnelle, plus factuelle que le programme précédent. Alors, je vous ai mis ici une carte du Canada pour parler de ce nationalisme canadien qui vient, c'est un pays très jeune d'ailleurs, l'histoire du Québec et du Canada, c'est une histoire jeune par rapport à l'histoire européenne, et ça c'est le Canada, Québec, les autres provinces qui se sont confédérées l'une après l'autre, des territoires un peu
au nord et on a l'océan Atlantique, l'océan Pacifique et les États-Unis. Et donc, l'idée du nationalisme canadien, la devise du pays est d'un océan à l'autre. La devise en latin, amari usque ad mare, ça veut dire d'un océan à l'autre. C'est donc une identité, si vous voulez, spatiale. Et c'est la devise de l'État canadien qui promue depuis sa fondation l'idée d'un État fort et unitaire assis sur un immense territoire qu'il a su s'approprier, maîtriser, développer. Et la référence à ces deux océans trouve tout son sens, vu que l'océan est un symbole aussi de l'immensité, de l'infini. Si on regarde l'agrandissement, du territoire canadien à partir de la Confédération de 1867 qui a réuni ces quatre provinces, Québec, Ontario, Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse. Et ensuite, on est allé à la Colombie-Britannique et ensuite on a comme confédéré ce qui était au milieu. Et donc, le message du discours canadien, c'est que c'est un pays à toute possibilité, c'est un pays où il n'y a pas de limites, où on peut performer, où tout est possible. Et c'est un pays qui laisse aussi un message, une porte ouverte pour l'immigration. Alors, en ce qui concerne le paysage canadien, selon l'hypothèse du professeur Frédéric Lasserre, après la Confédération de 1867, le Canada s'est donné la mission de construire une identité nationale et donc d'uniformiser un peu amérindien, francophone, l'immigration importante qui a eu lieu fin 19e siècle et 20e siècle, une immigration asiatique de l'Europe de l'Est, etc. Et donc, je cite de professeur Lasserre, à défaut de l'histoire, c'est la nature qui a fourni la légitimité nationale, c'est elle qu'on a représentée en forçant les traits des aspects les plus porteurs de l'identité. Et donc, je vous ai mis ici quelques exemples de paysages canadiens. Il faut dire que le gouvernement canadien a investi au fil du temps, a investi dans des écoles de peinture et a mandaté des peintres à imager le territoire canadien. Notamment dans les années 1920, le groupe de 7 qui était un groupe avec des positions politiques aussi. Et donc, l'hypothèse de mon collègue est que ces tableaux sont une forme de militantisme. D'une part, c'est parce que en reconnaissant l'auteur de ces tableaux par les couleurs, par un style qui est propre à un auteur, on habitue l'œil à reconnaître quand on voit un paysage, à dire ça c'est un paysage canadien. Donc c'est une sorte de familiarité avec le paysage canadien. Et de la même façon, vous voyez ici, il n'y a pas la présence humaine. On présente la nature, mais une nature qui est un peu hostile, une nature donc la nation canadienne a su maîtriser, a su subordonner, si vous voulez, surtout si on regarde aussi le chemin de fer qui a percé toutes ces montagnes, etc., pour unir les provinces ensemble. Et donc, c'est la spécificité du paysage canadien, parce que plus on montre la nature sauvage et hostile, plus on conclut que les gens qui ont vécu ont été forts, ont été braves, ont travaillé beaucoup, et donc plus ça valorise la nation canadienne. Et on a d'autres
d'autres images. Et je cite toujours de mon collègue au mouvement pour un art canadien couvrant un espace d'une mer à l'autre en proposant une vision d'un territoire vierge, sauvage, dans un état préculturel, s'oppose le thème québécois orienté vers le passé, le rural, le régionaliste d'un paysage habité. Alors, le Québec aussi a instrumentalisé la peinture pour montrer sa spécificité culturelle par le biais du paysage. Et alors, pour le paysage québécois, il faut dire que depuis la colonisation, le cartographe, on a ici une carte de Samuel de Champlain, qui était un grand explorateur français. Il est considéré le père de la colonisation parce qu'il a fondé la ville de Québec en 1608. Et donc, dès le début, on essayait de mettre la présence de la France, et plus tard on va voir la présence dans le paysage des Canadiens français. Donc on a toujours hérité ce modèle de présence. On a la France ici dans ses coordonnées, c'est vraiment une carte du Canada ici, c'est le Québec, le fleuve, le golfe Saint-Laurent, etc. Mais on voit qu'on a les coordonnées de la France, on a toute l'armoirie de la France, etc. comme pour possession de territoire. Et donc, l'identité québécoise, dans ce que j'ai pu, ce sont des images que j'ai prises, soit des manuels scolaires, soit des petites brochures de tourisme, etc. Et j'ai conclu que le paysage québécois, lui, sa spécificité, c'est de montrer à la fois des valeurs qui forment une identité québécoise, c'est-à-dire le passé, la langue française, et même si longtemps on a eu la religion catholique comme signe distinctif, surtout en comparaison avec la religion des Canadiens anglais. Et il faut dire aussi qu'on parle de... La devise du Québec, c'est « Je me souviens ». Donc, c'est une devise qui fait référence au temps, alors que la devise du Canada était... d'un océan à l'autre, donc une devise spatiale. Et de quoi on se souvient au Québec? On a cette phrase sur toutes les plaques d'immatriculation, donc on voit ce slogan plusieurs fois par jour, et cela, je me souviens, renvoie à un nous collectif et à une mémoire collective pour dire que on a un caractère francophone au Québec, mais aussi au fait que ce sont les Canadiens français qui ont colonisé en premier, donc avant les Anglais, et qui ont fondé le pays. D'ailleurs, entre un colon et immigrant, les manuels d'histoire font cette distinction. Ils disent le colon fonde un pays alors que l'immigration s'intègre dans un pays qui est déjà fondé. Et donc, j'anticipe un peu, mais quand je parle du programme d'histoire, on va voir que l'immigration, on parle en histoire de l'immigration seulement après, dans le régime anglais, et non qu'il s'agit de la Nouvelle-France, alors que la Nouvelle-France, c'était les filles du roi, etc. C'était une immigration qui ont fondé cette construction politique qui était la Nouvelle-France. Et donc, la peinture, les auteurs québécois, leur travail, leurs tableaux ont été toujours de la même façon instrumentalisés politiquement. Mais le paysage se caractérise par la présence humaine, vous voyez, et que ce soit au niveau des maisons, que ce soit au niveau d'instruments agricoles, que ce soit au niveau des sentiers, des églises ou même des personnages qui sont peints. Et d'après moi, l'interprétation que j'ai faite, c'est que la présence humaine dans le paysage symbolise la présence des Canadiens français dans l'histoire.
Et je vous ai mis ici ce tableau que je trouve très porteur, très parleur, parce que on a à la fois l'Église catholique qui est au centre, comme elle a été au centre de la colonie française, de la Nouvelle-France, et on a aussi les terres d'après le système seigneurial, d'après le modèle français de partage de territoire, et donc ce tableau évoque cette période de l'histoire qui était une période française du passé canadien. Donc voilà un peu le discours sur le paysage québécois. Depuis les débuts, ça c'est l'habitation de Québec telle que dessinée par celui qui a fait la carte de tantôt, Samuel de Champlain, et c'est pour dire que c'était toujours une présence habitée. Pour la possession, dans la culture des Canadiens français, était qu'il faut montrer la présence, quand on est là. Et donc, on voit même, ça c'est une allée de Montréal, on voit même que la nature elle-même, dans cette œuvre, devient humaine. Et autre chose, c'est quand on parle des Amérindiens, il faut dire, et j'anticipe un peu parce que j'ai une section pour les Amérindiens, mais il faut dire que l'héritage amérindien, ça fait peu de temps qu'on le prend en considération. Les Amérindiens, longtemps, ont été présentés comme inférieurs, comme moins culturels, si vous voulez, et maintenant on le valorise en disant que ça fait partie de la richesse du Québec. Mais il faut dire que on n'a pas dans les manuels scolaires des auteurs amérindiens, des peintres amérindiens qui ont représenté leur territoire. C'est toujours une vision occidentale, une vision francophone ou anglophone sur les terres amérindiennes et sur leur image. Mais il faut dire que le paysage québécois donc commence timidement à prendre en compte cet héritage amérindien, et en même temps qu'il témoigne d'un apport des Canadiens français qui était l'agriculture et l'élevage. D'ailleurs, dans l'histoire du Québec, d'après moi, ça fait 8 ans que je vis au Québec, le plus grand événement, d'après moi, c'était justement la sédentarisation des Amérindiens, parce qu'ils étaient nomades, mais d'un nomadisme prédéterminé, avaient des lieux établis pour la chasse, pour la pêche, etc. Donc, je vous ai présenté jusqu'à date le discours du Canada et le discours du Québec sur le territoire. Il en reste que derrière cette image de monolithe, derrière cette image harmonieuse, l'État canadien se confronte à l'interne avec des revendications territoriales autochtones, des demandes d'autonomie, comme c'est le cas du territoire de Nunavut au nord, territoire fédéré qui veut accéder au titre de province. Les territoires et les provinces n'ont pas les mêmes droits administratifs. La province a un premier ministre, un territoire, il n'a pas cette structure politique, il relève du fédéral. Et donc, ils veulent avoir plus d'autonomie, eux aussi. Canada s'est confronté aussi dans le passé récent avec des mouvements séparatistes souverainistes, je dirais mieux, comme ceux qui ont conduit aux 2 référendums de 1980 et 1995 au Québec. Et il faut dire aussi que des frontières interprovinciales, parfois tracées à la règle, sont contestées comme celles entre Québec et Terre-Neuve et Labrador. Donc ça, c'est la province de Québec. On a attribué arbitrairement, en fait en 1927 une partie, cette côte, on l'a attribuée à la colonie de l'époque qui était la Terre-Neuve, mais on conteste cette partie parce que c'est un peu concorde pas avec les réalités du terrain et la légitimité historique du Québec qui avait cette partie. Et il faut dire aussi que selon
pardon, excusez-moi, selon l'hypothèse des historiens, en fait, l'attribution de la côte du Labrador à la colonie de la Terre-Neuve devrait empêcher des éventuels contacts entre les Canadiens français et leur ancienne métropole, la France. Donc, c'était un peu fermer le chemin à la mer des gens nouveaux conquis en 1760. Également, il y a d'autres problèmes justement dans le golfe du Saint-Laurent sur qui peut exploiter les richesses, les poissons, les hydrocarbures, etc., les ressources naturelles. Le fédéral a délimité les frontières vraiment à la rive des provinces, alors que selon le principe d'équidistance, comme vous voyez ici, ces lignes blanches, chacune des provinces pourrait exploiter, valoriser ses ressources naturelles, notamment le Québec, lui, il aurait la plus grande partie du golfe du Saint-Laurent. Donc, c'est toujours une sorte de tension entre le fédéral et le provincial. Et dans mon exposé, je ferai cette distinction entre une frontière tracée, une frontière concrète, mais aussi une frontière verticale, c'est-à-dire une frontière entre les pouvoirs qui s'exercent sur ce territoire. Et c'est entre ces pouvoirs qu'il y a comme des tensions, il y a comme des conflits. Donc, pour continuer, on a je disais qu'on retient en fait que la frontière n'est pas seulement géographique, mais qu'elle constitue des balises qui départagent des champs des deux ordres de gouvernement, fédéral et provincial, qui exercent leur pouvoir sur le même territoire. Et comme le montre, il y a un livre célèbre au Québec qui s'appelle Le Québec, territoire incertain, où il dit que tout le parcours du Québec est un peu flou. Et eux, Dorion et Lacasse, les auteurs, je cite, ils disent, à vrai dire, la Constitution contenait en elle-même, dans sa lettre, le germe de toutes les extensions territoriales qui ont profité au gouvernement fédéral depuis plus d'un siècle. Et donc, l'État canadien, ayant atteint son maximum territorial, parce que là, il est d'un océan à l'autre, il ne peut plus agrandir, ce qu'il fait, c'est qu'il agrandit son pouvoir politique sur les provinces qui sont fédérées. Et donc, comment il fait ça? C'est surtout par le pouvoir de dépenser. Donc, où va l'argent fédéral, les priorités qu'il donne, et donc, il contrôle beaucoup des choses sur l'éducation, etc., sur les chemins, sur les voies maritimes. Et donc, c'est une intrusion, je dirais, du fédéral dans les juridictions provinciales. Et par exemple, on retrouve à l'intérieur des provinces des véritables emprises territoriales fédérales, comme les voies navigables, comme les autoroutes, comme les bases militaires, les parcs nationaux, etc., entretenus aux frais du gouvernement fédéral. Mais il faut dire aussi que Québec essaye aussi d'avoir plus de pouvoir, et justement au niveau de l'immigration ou au niveau de la politique internationale, Québec, des fois avec l'accord du Canada, des fois malgré le Canada, impose ses critères, par exemple, pour l'immigration. Pour immigrer au Québec, il faut faire une demande, et si Québec nous accepte, alors on peut faire la demande au niveau fédéral pour faire les démarches d'immigration. Alors que pour les autres provinces, c'est seulement le chemin du fédéral, et c'est plus rapide aussi. Mais le Québec donne une certification de sélection de Québec, et si le Québec n'est pas d'accord avec notre profil en tant que postulant, en tant qu'immigrant, eh bien, on ne va pas au Québec.
Dans la deuxième partie de ma présentation, je parlerai de ces raisons historiques qui ont conduit à la cristallisation d'une identité territoriale, notamment le Canada qui a été en quête de légitimité après avoir pris le pouvoir et institué un régime anglais au Québec d'autrefois, je veux dire, sur le territoire. Donc, je vous ai mis ici la Nouvelle-France vers 1700. Ensuite, on va avoir Canada uni, donc Québec et Ontario qui se sont, que le gouvernement, finalement Londres avait décidé d'unir. Et ensuite, on a la confédération des 4 premières provinces. Aujourd'hui, ce sont 10 provinces qui sont confédérées et 3 territoires. Donc, il y a une progression, mais il faut dire que finalement, le Canada, lui, il s'est greffé sur ce qui était autrefois la Nouvelle-France, et donc il n'a pas vraiment de légitimité historique parce que ça a été une prise de pouvoir, ça a été une bataille, ça a été une prise de pouvoir, donc il n'a pas cette légitimité. À l'envers, le Québec, quand on parle de la province de Québec, eh bien, c'est sous le régime anglais qu'on parle c'est Province of Québec dont on parle, donc le caractère juridique de la province est né sous le régime anglais. Donc vous voyez la complexité de Canada et de Québec et l'imbrication entre les deux en ce qui concerne une identité liée du passé, et c'est pour cela que le Québec essaye de rappeler tout le temps qu'ils étaient là en premier, même si leur statut juridique était fait par le régime anglais. Et donc, je disais que c'est pour cela, en fait, que le Canada a trouvé une source de légitimité, non pas dans l'histoire, mais dans la nature. Elle a fait de la nature un personnage historique et s'est rapporté à elle, et en venant avec l'infrastructure du chemin de train, etc., a pu se légitimer comme un facteur civilisateur pour le Canada. Et d'ailleurs, il y a encore toute une industrie de cartes postales, de calendriers, de timbres postales pour montrer soit le chemin de fer, un anniversaire sur le chemin de fer, soit pour la reine, soit pour sur les paysages. Il faut dire aussi que le Canada et le Québec, en fait, leur problème vient depuis longtemps, et c'est que ils ont toujours été rivales dans l'Amérique du Nord, les 13 colonies qui ont donné les États-Unis, la Nouvelle-France, et donc ils étaient en concurrence depuis quand on n'avait pas encore le Canada. Mais l'identité québécoise, elle résulte d'une redéfinition permanente en fonction de l'autre, et l'autre c'était représenté principalement par les anglophones. Alors, au temps de la Nouvelle-France, je parle de 1608 en grand et 1760, donc de cette période les Français venus de France, au fur et à mesure, on les a appelés Canadiens parce que c'était des gens qui étaient nés au Canada, donc on les appelait Canadiens. Mais en même temps, Canadiens, on a commencé à appeler Canadiens aussi les Anglais qui venaient après la conquête, qui venaient sur le territoire, surtout que la Révolution américaine avait fait en sorte que une partie des gens qui étaient fidèles à la reine, on les appelle les loyalistes, ont trouvé refuge dans la province of Québec. Et donc, cela fait en sorte qu'on avait Canadiens et pour les Français et pour les Anglais, et donc on a décidé de s'appeler Canadiens français.
Mais les Canadiens d'origine britannique, ils s'appelaient les Canadiens anglais. Alors, pour se distinguer davantage, j'exposerai en détail, on a finalement arrivé à ce compromis qui est le Québec. Mais au Québec, on a des gens qui parlent anglais et donc on a dû trouver autre chose qui distingue, et c'était le critère de l'arbre généalogique. Si on peut prouver qu'on est on est des descendants directs des colons français. Et au Québec, c'est une grande fierté pour les gens, on les visite et ils ont sur leur mur tout un arbre généalogique sur 350 ans pour nous montrer qu'ils sont des Québécois, des souches qu'on appelle, des Québécois qui sont descendants. Et donc, c'est pour se distinguer des Québécois, des Anglo-Québécois. Et donc, c'est en fait... Depuis quand on parle des Français, Canadiens français, on avait comme cette construction identitaire trouvé son reflet dans un territoire qui était plus ou moins balisé. On parlait évidemment de la Nouvelle-France, on parlait aussi de l'Acadie, c'est-à-dire un peu une partie de Provence-Maritime. On parlait aussi des centres francophones éparpillés un peu partout à travers le Canada moderne et les États-Unis. Mais jusque dans les années 30, en fait, on parle d'un nationalisme, et dans les années 60, on parle d'un néonationalisme, et je vous expliquerai qu'après, ils ont comme décidé qu'ils vont circonscrire le territoire pour mieux renforcer l'identité, et donc ils se sont dit, on est des Québécois qui vivent au Québec. Donc, on n'a plus ce rêve pan-canadien. Ça s'appelait dans le discours des nationalistes des années 30, Lionel Groulx et d'autres, on a Jeune Canada, on appelait la Laurentie, c'est-à-dire des frontières culturelles et non pas des frontières seulement politiques ou géographiques. Et, ce qui a fait ce changement, et c'était un changement douloureux pour les intellectuels canadiens français, c'était un renoncement de ce rêve qu'ils peuvent être un peuple francophone à travers un vaste territoire de l'Amérique du Nord, notamment coïncidé plus ou moins avec une partie importante du Canada et des États-Unis. Et donc, ça a été difficile pour eux de faire ce deuil d'un rêve d'un vaste territoire et de se concentrer sur Québec. Mais il est arrivé dans l'histoire du Québec et du Canada au début du XXe siècle, les communautés francophones hors Québec ont commencé à perdre leurs droits, notamment les écoles françaises ont été fermées. Et c'est le cas pour le Manitoba en 1890 et c'est le cas en Ontario en 1912. Et donc, les élites francophones ont compris qu'ils ne pouvaient plus sauver tous les Canadiens français, mais qu'au moins ils essaient de sauver ceux qui vivent sur le territoire de la province de Québec. Je fais une petite parenthèse parce que je trouve importante, pendant que j'étais ici à Barcelone, concernant la fermeture des écoles d'Ontario de 1912, la première ministre d'Ontario, elle a demandé des excuses auprès des franco-ontariens pour cet abus d'avoir fermé les écoles en français. Et en même temps, je suis allée voir dans le nouveau programme et c'est pour la première fois qu'on parle de cet événement. Et donc, c'est un peu avec l'acception du fédéral qu'un non-dit, on ne pouvait pas aborder dans l'histoire du Québec ces choses-là. Un non-dit devient un interdit, même un oubli imposé qu'on appelle ça, devient finalement dissible, on peut l'intégrer dans notre discours en tant que professeur d'histoire, par exemple. Et
Donc le changement entre les Québécois et les Canadiens français s'est opéré lors de ce qu'on appelle au Québec la Révolution tranquille, qui est à peu près 1860-1870, une période de grande modernisation pour le Québec aussi, où l'Église catholique a pris une sorte de recul des écoles, les hôpitaux, etc., du place publique. Et donc, l'adoption de cette identité de Québec, ce qu'il a fait, c'est que a entraîné un éclatement des autres groupes, notamment un éclatement des Amérindiens. Mais vous voyez ici, dans ce schéma que j'ai pris du livre du professeur de la Serre, on parlait des Canadiens, ensuite Canadiens français, les Acadiens qui ont un statut assez particulier, ensuite les Canadiens français, la grande construction identitaire canadienne-française a éclaté de nouveau dans d'autres identités, et les Québécois, identité territoriale, identité moderne, a fait en sorte que les autres groupes francophones ont pris aussi une identité territoriale. Donc, on ne parle plus des Canadiens français nulle part, comme une construction permanente, homogène. On parle des Franco-Ontariens, Franco-Manitobains, etc. Et à cela, donc, à cause de fermeture des écoles, etc., donc, ils ont pu... ça a été pour les francophones hors Québec, ils se sont sentis un peu abandonnés par les élites francophones qui ont décidé de valoriser seulement le Québec. En ce qui concerne les Amérindiens se sont inspirés de ce modèle québécois des nations distinctes au sein du Canada. D'ailleurs, en 2008 seulement, le gouvernement fédéral et le premier ministre de l'époque a reconnu Canada comme les Québécois comme une nation distincte au sein du Canada. Mais les groupes amérindiens, sauf les Inuits et les Métis, les Inuits sont ceux qui vivent au nord, se sont donné le nom des Premières Nations. Et ce nom n'est pas gratuit parce qu'il apporte des droits, je dirais, un peu dérivés, des droits de deuxième génération, c'est-à-dire d'un statut politique découlent des avantages économiques. Et donc, mais il faut dire que les Amérindiens ont toute une autre conception sur le territoire. Le territoire n'est pas une possession pour les Amérindiens, ils vivent sur le territoire et donc ils n'ont pas cette conception occidentale, ni des propriétés privées, etc. Et aussi, la frontière n'est pas une ligne, la frontière est une zone. La frontière elle-même, elle peut s'étendre sur plusieurs... donc, être importante. Et donc... ayant cette culture différente, ce rapport différent au territoire et aussi étant plus proche de la nature et étant longtemps considéré comme inférieur aux Européennes et francophones et anglophones. Donc, ils ont eu un statut juridique semblable aux mineurs. D'ailleurs, ils ont obtenu le droit de vote seulement en 1960 au fédéral et au provincial, au Québec, ça a été en 1969. Donc, c'est un peu très tard dans l'histoire qu'on s'est rappelé que ces gens existent. Et je vous ai mis ici cette carte que ce schéma ici, cette carte que je trouve très... je dirais, elle montre bien un peu les problèmes qu'engendrent les territoires qui sont alloués aux Amérindiens et les revendications de toutes ces petites communautés amérindiennes qui se distinguent les unes des autres. Pardon. Et c'est parce qu'en étant des peuples nomades, ils vivaient sur un grand territoire et donc ils se chevauchent. Ça, c'était une tribu qui allait, une autre. Et donc, avec le gouvernement fédéral et provincial, avec quelle communauté signer alors qu'il y a 4 ou 5 qui
qui revendiquent ce territoire et qui revendiquent le droit d'usage, de chasse, de pêche, de bois, etc. De ces territoires. Et donc, d'après moi, il y a aussi une forte concurrence au niveau des groupes amérindiens eux-mêmes pour voir qui a le discours dominant, qui a le pouvoir de signer des traités avec les autorités. Et ça se fait un peu au détriment des autres communautés amérindiennes. Et donc, il faut dire aussi que les Amérindiens étaient confinés dans des réserves au début, depuis la loi sur les Indiens de 1876, donc peu après que le Canada lui-même a pris naissance. Mais ils jouissent de droits ancestraux et des droits issus des traités, selon la Constitution en vigueur, pour les droits d'usage de chasse et de pêche qui font partie de leur culture. Mais pour prouver qu'ils ont ces droits, ils doivent faire recours au tribunal parce que c'est à eux de prouver, c'est à eux de porter ce fardeau, de prouver qu'ils ont des droits sur ces territoires et que le fédéral ou le provincial ne peut pas disposer comme il veut. Et donc, ils doivent prouver notamment l'existence d'un titre aborigène qui leur confère ces droits collectifs. Et donc, lorsqu'ils réussissent à le faire, comme ce fut le cas pour la Convention de la baie James de 1975 pour la construction des barrages électriques, qui prévoyait un dédommagement de 225 millions de dollars sur 20 ans, donc l'enjeu est majeur d'en avoir ou non. Et les traités modernes met fin à la clause, mais comme clause contractuelle, l'extension des droits ancestraux et des autochtones en faveur des droits issus des traités. Et ces droits issus des traités sont quantifiés et sont comme temporaires. On va dédommager les communautés amérindiennes, comme c'est le cas dans cet exemple que je donne pour une hydrocentrale sur 20 ans, mais après, on n'a plus rien, on a fini, alors qu'un droit ancestral, lui, il se perpétue, il est valable tout le temps. Dans la troisième partie de ma présentation, je me réfère aussi, je vous ai fait le portrait de cette situation au niveau du Canada, Québec et les communautés amérindiennes, et donc comment maintenant tous ces enjeux-là trouvent leur reflet dans le programme d'histoire. Et il faut dire que le programme d'histoire au Québec met accent sur les configurations territoriales au fil du temps, car c'est le territoire est le seul lien entre l'époque coloniale et le Québec actuel. Comme je vous ai expliqué, la dénomination successive canadien, français, québécois font en sorte que on a besoin de se référer au même territoire. Je vous ai mis ici plusieurs cartes qui montrent la géométrie du territoire au fil de ces 400 quelques années d'histoire. C'est d'un site internet qui a été financé par le ministère. C'était pour que les professeurs d'histoire, notamment du primaire, s'en servent à l'école. Et ce qui frappe dans toutes ces cartes, c'est que c'est seulement la première qui parle des années 1500, donc de l'époque précoloniale, qu'on a représenté les territoires amérindiens. Après, dès qu'on parle des francophones et des anglophones, etc., on ne les mentionne plus au niveau de cartes, ils n'ont plus du tout des territoires. Et donc, on a évacué les Amérindiens de l'histoire du Québec en ce qui concerne un poids en tant qu'acteur historique. Et donc, dans le nouveau programme, l'histoire est un discours téléologique qui a comme but de développer la conscience historique orientée vers un projet national. Et l'histoire devient un rapport de force, nation à nation, qui se déploie sur un terrain à frontières mouvantes. Vous voyez à quel point ils ont changé. Et les échelles, autant temporelles que spatiales, contribuent à la formation d'un territoire pensé, où le local et le national s'imbriquent pour former le topos identitaire québécois.
Et j'insisterai sur ça aussi. On présente beaucoup l'espace comme territoire, comme sous un angle politique et non pas, par exemple, on ne parle pas d'environnement qui est un rapport plus culturel, plus intégré avec le territoire. Et je vous ai mis aussi les changements d'un programme à l'autre. Le programme de 2006 avait 3 compétences une était interroger des réalités sociales dans une perspective historique. Donc c'était de partir du présent, une question porteuse du présent, une question, un problème à résoudre, légitimer le recours au passé, mais dans le nouveau programme, cette première compétence est devenue caractériser une période du Québec et du Canada, et on a un renforcement de la géographie dans l'enseignement de l'histoire, qui est de, par exemple, considérer des repères géographiques, déterminer les limites, relever les éléments naturels du territoire, des traces de l'occupation, surtout des traces de l'époque française, si on trouve, comme les manoirs de seigneurie, etc. Et donc, c'est un renforcement je dirais, du particulier, du local, du territoire, de connaissance territoriale. Et cela se fait, d'après moi, pour contraster un peu plus avec le nationalisme canadien qui, lui, il uniformise tout le territoire et donc le particulier n'est pas important. C'est seulement une représentation, la représentation qui est importante, la nature, etc. Et donc, la deuxième compétence, interpréter les réalités sociales à l'aide de la méthode historique et rester interpréter une réalité sociale, mais elle va changer à travers le temps, je dirais, et les unités d'études. Mais la méthode historique, vous voyez, elle n'est plus là. Donc, on interprète, mais ce n'est plus, on n'a plus cette méthodologie-là. Ensuite, la compétence 3, considérer l'exercice de sa citoyenneté à l'aide de l'histoire. Eh bien, la compétence 3, dans le nouveau programme, elle n'est plus là du tout. Et donc, c'est un changement très important du programme d'histoire de ne plus aborder, ne plus faire une priorité apparente de l'éducation à la citoyenneté. Mais je vous dirais mon opinion qui est que on éduque toujours à la citoyenneté, mais ces compétences étaient des compétences qu'on devait évaluer et donc c'est plus à long terme qu'on va développer la citoyenneté, mais on ne l'évalue pas en tant comme on évalue si l'élève est capable d'interpréter, etc. Donc on a enlevé au niveau des compétences, mais l'éducation à la citoyenneté, à travers tout ce récit historique qui est un récit assez traditionnel avec des dates, des personnages, une histoire, une culture historique assez approfondie, je dirais que cela conduit aussi à un type d'éducation à la citoyenneté. Et donc, je disais tantôt que l'environnement est peu présent dans le nouveau programme d'histoire. On l'a une seule fois en 3e année au secondaire et une seule fois en 4e année. On l'a au début de l'histoire, dans les années 1500, quand on parle des Amérindiens, on parle de l'environnement. Et on l'a à la fin de toute l'histoire, en 1980, où on parle un peu des citoyens qui se sont constitués en association et qui protègent l'environnement, etc. Mais tout au long de l'histoire, donc on l'a au début, on l'a à la fin, tout au long de l'histoire, on parle de territoire et on ne parle pas d'environnement. Donc, qu'en est-il tout au long de l'histoire de cet environnement? C'est un peu, il apparaît, il disparaît dans l'histoire. Parce que ce qui est important n'est pas nécessairement les interactions entre l'homme et son milieu, mais c'est un rapport de pouvoir sur le territoire. Parce que le territoire devient comme un bien. On peut agrandir le territoire, on peut perdre le territoire, on peut annexer un territoire, vivre sur un territoire, transformer un territoire, etc. Alors que l'environnement, il nous inclut.
Et donc, on n'a plus cette autorité, on n'a plus cette hiérarchie entre les humains et les territoires quand on parle de l'environnement où nous faisons partie. Je vous ai mis aussi un exemple sur le nouveau programme, comment il parle des Amérindiens. Au début de l'histoire, dans les années 1500, vous voyez le mot environnement est là. On parle de l'expérience des Amérindiens dans le projet de colonie. Donc, on ne parle pas des Amérindiens comme une valeur en soi. On ne s'intéresse pas à la culture amérindienne juste pour avoir des repères culturels. Mais on parle des premiers occupants du territoire et ensuite prise de possession du territoire. Donc, ce qu'ils nous ont légué, les Amérindiens, d'après le discours, c'est que ce qui compte est le territoire et non pas les Amérindiens eux-mêmes. Ça, c'est au début de l'histoire pour les années 1500, mais par contre pour la période plus proche de nous, pour la période, je dirais, presque contemporaine, c'est que on parle des Amérindiens, on a même une section, c'est une capture du nouveau programme, on parle des droits des autochtones et on le présente comme un modèle de réussite. Voilà, ils sont restés en communauté, on parle des droits collectifs, donc au lieu d'avoir une citoyenneté réflexive, critique, qui est une citoyenneté individuelle, ce qui est valorisé maintenant avec ces droits des autochtones, c'est qu'il faut valoriser la communauté. Et donc, en tant que communauté, on a des droits collectifs, on est mieux en communauté que toute seule parce qu'on parle à notre niveau, on a un dialogue plus fort avec les autorités. Et donc, à la fin, pour cette période de revendication territoriale, les Amérindiens sont donnés comme exemple positif, comme un exemple à suivre. Et d'ailleurs, moi, je pense qu'on éduque à la citoyenneté et un des exemples est c'est une citoyenneté, d'après moi, une citoyenneté nationale. Ce n'est plus une citoyenneté critique, réflexive, mais une citoyenneté qui met l'accent sur la nation, sur les Québécois en tant que collectivité politique. Donc, on éduque aussi dans la citoyenneté dans le sens que on parle par exemple de l'immigration, donc des gens qui viennent d'ailleurs, mais pas comme un thème distinct. On ne se préoccupe pas de l'immigration comme un thème d'étude, mais dans un cadre d'un thème qui s'appelle les nationalismes et le renforcement de l'autonomie du Canada. Et on a cette période qui est presque la période contemporaine et on présente dans le nouveau manuel, on fait cette distinction aussi que nous avons faite au début de ma présentation entre le nationalisme canadien et le nationalisme québécois et un peu comment les deux sont en tension, comment le nationalisme québécois, par ses particularités, par cette volonté de superposer frontières territoriales et frontières culturelles, est contraire au nationalisme canadien qui, lui, veut évacuer tout critère culturel. Le Canada s'est dit ouvert à diversité, etc., jusqu'au temps qu'on va immigrer. Après ça, tous les Polonais, tous les Roumains, tous les Espagnols vont devenir tous des Canadiens. Donc, c'est un peu une ouverture de début, mais il y a des choses mises en place pour uniformiser un peu les nouveaux citoyens. Et on parle aussi de néonationalisme. Je vous ai dit que tant qu'on a eu cette idée d'un pays basé sur d'un vaste territoire, jusqu'à dans les années 30, finalement, le néonationalisme est centré sur le Québec et donc dans l'histoire, on parle de mouvement de décolonisation, mouvement indépendantiste, création du Parti québécois. Ça, c'est des nouveautés. On ne parlait pas de ça avant dans le programme d'histoire, mais on veut que les élèves aient une culture on lui inculque une vision, on lui forme une vision de qu'est-ce que c'est être québécois, pourquoi c'est bien d'être nationalisme, et on voit un exposé, on voit une historique des mouvements identitaires.
En ce qui concerne les autochtones, il faut dire que les autochtones aussi ont eu, au début, on les a dévalorisés, on les a traités comme un ennemi héréditaire parce qu'ils étaient toujours là, parce qu'il y en avait qui étaient alliés aux Britanniques et non pas aux francophones. Et donc, seulement quand, sur le plan politique, ils ont reçu le droit de vote, donc 1960, etc., là, on a commencé à finir dans les manuels scolaires avec ce discours des sauvages, etc. Et maintenant, ça représente un exemple de peuple qui a su se battre pour ses droits, justement parce qu'il a resté en collectivité. Et donc, c'est une valorisation de qu'est-ce que c'est être un collectif. Pour conclure un peu ma présentation, le nationalisme québécois, en fait, il s'oppose à l'idée d'État-nation parce que, même si on a vu que le Canada a instrumentalisé la représentation du territoire, notamment le paysage, le Québec se sert aussi du paysage pour affirmer la présence constante des Canadiens français dans l'histoire. Et donc, le paysage, ce que j'ai présenté dans la première partie, le paysage devient un archétype, devient une seconde réalité qui est tout aussi importante que la réalité concrète. Et les frontières dont on a parlé sont le résultat d'un rapport de force, un rapport de force qui peut changer à tout moment, ce que le géographe Jacques Ancel appelait déjà en 1938 une isobare politique, donc qui mesure les tensions. Le Québec, outre les mouvements souverainistes, remet en discussion les frontières avec les provinces voisines et celles du golfe du Saint-Laurent. Et la redéfinition constante de l'identité québécoise est toujours dans ce désir de faire coïncider frontières politiques et frontières culturelles. Et cela a amené la cristallisation d'une identité territoriale. Et donc, le territoire, en effet, il sert de fil conducteur au discours historique parce que lui, il permet ce glissement entre le concret et l'abstrait parce que du local, on ne veut pas au global, on ne va pas au régional. Du local, on fait le glissement vers le national. Donc, voilà comment l'échelle géographique est biaisée idéologiquement. Et donc, l'éducation à la citoyenneté, d'après moi, elle reste toujours une priorité du programme d'histoire, malgré la compétence qu'on a supprimée et qui portait explicitement sur l'éducation à la citoyenneté. Mais c'est une nouvelle citoyenneté. On n'a plus la citoyenneté individuelle, considérée individuelle, celle qui était critique, réflexive, etc., mais une citoyenneté collective, une citoyenneté nationale qui a le but de renforcer une représentation contraire au discours national canadien. Et donc, finalement, l'histoire souhaite développer une conscience historique et un projet national qui reflète aussi cette identité, ce nationalisme québécois. En même temps, je dirais qu'en même temps qu'elle entraîne la réécriture constante de l'histoire scolaire, par exemple, on a eu plusieurs programmes d'histoire, 1970, 1982, 2006, 2015, donc du temps assez court. La rivalité identitaire Québec-Canada continue sur le plan politique et en matière de l'immigration, de l'ancien principe colonial de terra nullius, on est passé maintenant à cette idée de terre promise. Canada et Québec sont des terres promises, ouvertes, accueillantes pour toute nouvelle arrivant. Mais il reste à voir comment Québec tient compte de cette idée de terre partagée et comment il se positionne par rapport aux nouvelles vagues d'immigrants, notamment les ressortissants de Syrie, ayant en vue les critères territoriaux et les critères ethniques ou généalogiques qui ont été choisis pour soutenir un projet national. Je vous remercie. Je ferai l'effort pour donner quelques paroles en français. Gracias.
première, mes félicitations pour votre proposition. Merci. Et je l'ai mise en question, c'est sur la valorisation des paysages. Et je pense que bien compris, et les papiers des frontières verticales avec le partage de l'eau. C'est vrai, non? Et ça veut dire que c'est la question centrale pour anglophone, non? Ça, c'est en conformation. Ça, me he hecho una pregunta intentando confirmar la idea de que esa frontera vertical tan sugerente para definir esos dos territorios entre lo francófono y lo anglófono, bueno, pues felicitación por haberlo puesto en valor. Gracias, gracias. Mais après, la deuxième question que j'ai mise en valeur de votre proposition, c'est voir les paysages dans la peinture et dans les tableaux qui montrent dans les livres de texte. Alors, c'est la question si c'est possible dans l'école de voir des collections de peintures de paysages qu'il y a dans les musées de beaux-arts au Québec, et faire la comparaison de cette version de paysages dans les musées de la civilisation au Québec, dans l'expo des thèmes des Québécoises. Parce que c'est l'image que tu peux voir dans les tableaux et tu le peux voir dans les objets qui sont dans les collections. Et après, si vous avez pensé, avec l'occasion de voir les territoires et les paysages et toutes ces questions de l'histoire du Québec, avec le musée de Poix-les-Caliers à Montréal. Ça, seulement ça, j'ai une bonne occasion de connaître les pays que vous avez exposés. Il fait 6 ans. Et je remercie ça et surtout de mes félicitations. Je vous remercie. Merci beaucoup pour la présentation. Elle a été très, très intéressante. Pardon pour mon français, vous intentarez. Ma question est, dans un contexte de complexité nationale et redéfinition identitaire, comme nous pouvons parler ou planter la citoyenneté globale? Merci beaucoup. I'm a school teacher and I wonder, after your presentation, what's exactly the role of kindergarten and primary school teachers when teaching global citizenship in a nationalist environment such as Quebec or here in Catalonia? So how can we teach controversial issues concerned with territories, national identities, and social injustice in this particular context? Thank you very much. C'est parce que c'est en complément, je pense, avec la question précédente. C'est est-ce que la place importante que prend la question du territoire n'est pas une sorte de refuge par rapport à une insécurité institutionnelle? Et est-ce que l'histoire pourrait pas prendre à l'école pour objet non pas les institutions d'un côté, le territoire de l'autre, mais les rapports entre les deux? Et je pense aux questions liées au rapatriement de la Constitution ou à l'enchâssement de la Charte des droits, etc., qui sont liées à un rapport au territoire, et à tout l'historique que tu as rappelé. Donc est-ce que l'histoire n'est pas un moyen, lorsqu'elle ne s'intéresse pas à des entités mais plutôt à des rapports, de dépasser ça, quoi, y compris dans ce contexte scolaire? Je suis heureuse du feedback que j'ai reçu de votre part. Alors, en effet, pour la dimension verticale de la frontière, c'est vraiment un enjeu et c'est un enjeu invisible parce que ça se déplace sur son espace de pouvoir et ce n'est pas un espace géographique. Mais comme Canada a atteint son maximum territorial parce qu'on tombe dans l'eau, on est dans
sur 2 océans. Donc, ce qu'il fait, c'est de contrôler un peu les provinces avec son budget fédéral. Et là où il met l'argent, là où il le retire, là où il insiste le programme, ça fait en sorte que les provinces en bénéficient ou ils en souffrent. Et donc, en effet, c'est la question finalement de comment manipuler un territoire, et aussi c'est que il peut décider à tout moment qu'il va faire une autoroute d'intérêt national ou qu'il va faire un parc national, et donc ça fait le national, quand il s'agit du Canada et du fédéral, c'est plus fort que le national et le local québécois. Pour ce qui est des paysages dans la culture, maintenant, l'art, de ce que j'ai pu voir dans les musées, l'art moderne est un art abstrait, donc c'est un temps... c'est la même chose qu'en Europe et ailleurs, donc on n'a plus vraiment les paysages, on a une suggestion, on a des taches, des couleurs, etc. Donc on a une peinture abstraite. Mais si on va dans les maisons des gens, là on trouve les mêmes paysages que je vous ai montrés. Les gens aiment avoir à la maison et regarder chaque jour sur les murs de leur salon les mêmes paysages avec une église au milieu, etc. Donc c'est un goût esthétique qui a été inculqué et qui reste aujourd'hui. Pour le musée de Pointe-à-Calière, je n'ai pas eu la chance d'y aller. Ils m'ont parlé, c'est sur ma liste des priorités, mais ils m'ont parlé de plus grands biens, mais j'ai pas pu y aller. Je dirais aussi pour le partage de comment agencer tout cela à la citoyenneté globale, l'idée est que, voyez-vous, on avait un programme d'histoire qui a essayé de sortir de cette dichotomie fédérale, provinciale, Québec anglophone, Québec francophone, etc., qui a essayé d'ouvrir l'enseignement de l'histoire à partir des concepts. On avait une année pour l'enseignement chronologique, on avait une autre année pour l'enseignement thématique qui était très pertinent d'apporter des thèmes comme par exemple le travail des femmes, etc. Et on avait cette compétence sur la citoyenneté qui permettait une ouverture. On avait aussi beaucoup plus de comparaisons avec les ailleurs. D'ailleurs, à propos l'ailleurs pouvaient être vraiment des sociétés distinctes, des modèles, des pratiques qui étaient différentes du Québec et du Canada. Maintenant, on a comme recentré l'enseignement de l'histoire sur une histoire plus locale, québécoise et canadienne, et on l'a comme étouffé de plusieurs dates, plusieurs événements, et on a comme fermé cet horizon de connaître avec l'histoire, connaître d'autres sociétés, pouvoir comparer. Donc, de ce point de vue, le nouveau programme est moins ouvert que l'autre envers la citoyenneté globale. Et j'en suis sûre que je le pense, mais je ne le dis pas, donc vous ne l'entendez pas. Moi, je pense que la meilleure citoyenneté du monde, c'est au Québec. Les Québécois sont les meilleurs citoyens. Donc, si on doit avoir un visage pour la citoyenneté globale, c'est bien le nationalisme québécois répond très bien. Donc, vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit maintenant. Mais c'est donc une citoyenneté globale seulement pour, en ce qui concerne la circulation, en ce qui concerne la tolérance, en ce qui concerne des valeurs universelles. Et oui, ça peut s'apparenter à une citoyenneté globale. Sur la question sur la garderie, nationalisme, et pouvez-vous répéter sur l'environnement? Je n'ai pas compris la question sur garderie, nationalisme, environnement.
The role of teacher. Je pense que dans tout ce que j'ai présenté, dans tout ce qu'on discute, le rôle des professeurs est très important. Et en fait, comment on se rapporte à ces programmes, probablement qu'il n'y a pas personne qui va venir dans la salle de classe et nous empêcher de faire une histoire à notre goût et de mettre plus actifs les élèves, etc. Donc, le rôle des professeurs est un rôle qui est très important, en effet, et c'est lui qui va décider finalement, qui va faire une différence entre ce qui est le savoir prescrit et le curriculum prescrit et ce qui se fait réellement dans les écoles, dans les garderies. Il faut dire aussi que j'ai noté quelque chose sur l'environnement. Il faut dire aussi que aux élèves, dès la garderie, on les inculque ce respect pour l'environnement. On bricole, on récupère, on trie les bouteilles, les déchets, etc. Et on a aussi beaucoup de professeurs qui sont très positionnés au transport du pétrole. Mais c'est justement quand on regarde un peu chez les anglophones et on dit les anglophones, Alberta interdit le passage des pipelines. Donc pourquoi nous, les Québécois, qu'on dirait oui, passer par chez nous les pipelines. Donc finalement, il y a toujours ça peut se transposer dans tout cette comparaison entre francophones et anglophones. Si je peux pas la définir mieux que former une personne qui est capable de penser. Une personne qui est capable d'être autonome, une personne qui est capable de comprendre les enjeux dans les informations qu'elle reçoit, de se faire une tête à elle, et donc d'être assumée aussi, non seulement pour les sensibiliser, pour qu'ils participent, mais comme un choix volontaire de s'impliquer dans la société. Et je pense aussi qu'au lieu de les inculquer des valeurs, on pourrait aussi les mettre en discussion, le faire de l'implicite à l'explicite, le débattre. Est-ce que c'est bien de faire ça? Est-ce que c'est pas bien? Et donc, je pense que les élèves devraient adhérer de façon consciente à ces des valeurs et non. Et je pense aussi, je trouve malheureux qu'on compare moins avec l'histoire de d'autres pays. On se tient aux États-Unis et au Canada français, Canada anglais. Et c'est dommage qu'on ne voit pas d'autres façons de faire. Et c'est dommage aussi que on valorise pas plus on présente l'histoire comme un savoir sédimenté, comme des choses définitives, alors que les acteurs, les personnes dans le passé, ils avaient des doutes, ils ont cherché des réponses, donc on ne voit pas un mode de pensée, comment il s'articule avec ce savoir scolaire. Donc je pense que si on pourrait présenter l'histoire moins téléologique, moins, je dirais, progressive aussi, je pense qu'on aurait avantage de voir la pluralité des points de vue et de rentrer dans la profondeur finalement du passé. Pour la question sur s'il s'agit d'une insécurité institutionnelle, je pense qu'il s'agit d'une sorte de complexe de ne pas avoir son pays. Donc on n'a pas le pays. Il y a toujours cette tendance de s'affirmer, de se faire visible. Et donc, je vous ai montré avec les paysages toujours la présence humaine, mais c'est toujours cette idée que l'insécurité, je pense, c'est qu'on perd notre histoire, l'histoire du Québec, on perd notre histoire et donc il faut la renforcer, il faut ajouter plus de questions à l'examen national, il ne faut pas oublier l'histoire parce que c'est la mémoire de notre peuple canadien-français. Donc, c'est une insécurité plus qu'institutionnelle. C'est une insécurité, je dirais, parce qu'il n'y a pas une structure politique rassurante pour finalement tourner la page et se concentrer plus sur l'école. Mais
je pense que, comme vous m'avez guidé un peu, je pense aussi que l'histoire pourrait être un moyen de dépasser cette insécurité-là. C'est un moyen de mieux comprendre ces enjeux et de finalement voir jusqu'à où c'est réel, jusqu'à où c'est une interprétation voulue par des différents groupes. Avant de prendre le deuxième tour de questions, je voulais vous dire que on a eu et on a encore le débat sur l'enseignement de l'histoire, mais à ce point que il y a des gens qui disent il faut valoriser les questions socialement vives, surtout les didacticiens qui disent cela. Il faut que l'histoire sert à mieux comprendre le présent, à mieux comprendre la légitimité des revendications amérindiennes, par exemple, à mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui, ici comme ailleurs. Mais il y en a d'autres qui disent il faut vraiment parler du passé, il ne faut pas tomber dans le risque de l'actualité. Donc le risque de l'actualité, c'est un risque, c'est un danger pour l'histoire. Parce que l'histoire, son rôle, c'est le passé. Donc c'est comme si on devient anachronique ou on fait une faute professionnelle si on se réfère au présent. Donc vous voyez des points de vue très très différents. Et c'est en fait pour les professeurs, c'est un tiraillement entre deux visions de pensée, surtout historiens, didacticiens, nationalistes, fédéralistes, etc. Donc, l'enseignement, finalement, il manque de confiance lui-même. C'est un peu, peu importe comment il enseigne l'histoire, c'est pas un goût de tel, c'est pas les universitaires finalement ont instrumentalisé un peu ce débat et ont comme dépossédé les enseignants de leur propre objet d'enseignement, je pense. Oui. Nos queden 5 minutets, per tant podem fer un parell de preguntes. Nicole, Joan, i si us fem la pregunta, llavors Katinka respons breument. Podràs respondre breument a les qüestions de Nicole i Joan, que dubto que siguin simples i concretes. Merci. Moi, je voudrais revenir sur ce que tu disais sur les Amérindiens, les Premières Nations. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans ta présentation, c'est le fait de dire, on les voit à l'école avant la colonisation par les Français, et puis on les revoit tout à fait à la fin du XXe siècle, avec finalement leur accession à une citoyenneté légale, institutionnelle, et toute la question des droits sur les territoires. Alors ça m'a beaucoup frappé parce que ça correspond, moi, à ce que j'ai vu aussi dans les musées au Québec qui présentent les Premières Nations, que ce soit à Gatineau ou que ce soit au Musée des civilisations du Québec. D'une part, l'étage Premières Nations, c'est un étage différent de l'étage Histoire du Québec ou Histoire du Canada. Bon. Et d'autre part, quand on visite l'étage en question, une fois qu'on a franchi la frontière, en quelque sorte, on entre dans la réserve, on a essentiellement les traditions, et puis on a éventuellement des témoignages et des éléments sur justement les revendications récentes sur les territoires, la question de pollution, la question d'exploitation des ressources, donc de la reconnaissance des droits, etc. Et il me semble que là, il y a plus qu'un discours scolaire, il y a vraiment un discours public sur la place qu'occupent les Premières Nations finalement dans la société, dans la communauté politique, etc. Et du coup, moi, ça m'amène quand même à un questionnement. Est-ce que quand on parle des Premières Nations à la fin du XXe siècle, est-ce que on présente ça comme finalement une communauté sans histoire, au sens sans changement? Ce serait la même communauté qui se serait maintenue de génération en génération. Alors on voit bien en quoi ça peut être effectivement un modèle pour les Purlaines, hein. Mais fondamentalement une communauté qui n'a pas changé, simplement qui émerge dans la vie politique mais qui n'aurait pas changé, ce qui veut dire une communauté sans histoire, hein, de fait. Qui prend du sens parce que leurs revendications sur le territoire prennent du sens par rapport à nos questionnements actuels sur l'environnement. Exactement.
Ou bien est-ce qu'on présente quelquefois, est-ce qu'on présente les interactions, est-ce qu'on présente les luttes? Parce que ça ne s'est pas fait tranquillement quand même, toute cette reconnaissance des droits. Et donc est-ce qu'on les présente comme des acteurs historiques impliqués dans la société politique? Et aussi, est-ce qu'à propos de citoyenneté globale, est-ce qu'on présente, alors dans ce qu'on peut savoir, évidemment dans les classes on ne le sait pas forcément, mais est-ce qu'on présente le mouvement international des Premières Nations? Parce que les Inuits, les aborigènes australiens, les Indiens d'Amérique latine et d'autres Premières Nations ont quand même créé des mouvements internationaux qui se transmettent des moyens de lutte, en fait, d'une communauté à l'autre. Et en particulier, les aborigènes australiens ont appris le maniement d'Internet pour leurs revendications auprès des Inuits, ce qui est quand même extraordinaire. Et est-ce que ça, cette internationalisation, au fond, des luttes des Premières Nations, au nom, entre autres, de la reconnaissance de leur citoyenneté et de leurs droits de territoire, est-ce que c'est évoqué? Ou est-ce qu'on reste dans quelque chose de flottant, quoi? Ja sabia jo que no seria una pregunta simple i concreta. A veure si Joan... Yo quería darte las gracias tanto por la exposición que has hecho como por la oportunidad que nos diste a Neus y a mí de participar en este libro y por tanto de ver cómo en Canadá, como en Cataluña, como en España y como en todo el mundo mundial, la historia sigue siendo usada por los políticos y también por algunos historiadores que, a diferencia de los didactas, no ven cuál puede ser el valor educativo de un conocimiento que habla de nosotros mismos. En este sentido, cada vez estoy más convencido que hay muchos problemas en común y este es uno de los más relevantes, porque es evidente que hoy los gobiernos no necesitan del saber escolar para crear conciencia nacionalista. Sin embargo, esta asignatura que está destinada a ello adormece las mentes en vez de abrir las mentes para que la gente piense. Y esto es lo que me enseñó a mí todo el debate en Quebec y lo que tú nos diste la oportunidad de conocer directamente primero y hoy a través de tu exposición. Muchas gracias. Gracias. Je réponds à la question. L'autre m'a posé juste un commentaire. Non, c'était un commentaire. Alors, je réponds brièvement à toute une question que j'ai eue maintenant de la part de Madame Nicole Titio-Guillaume. En fait, il y a un malaise avec les Amérindiens. Et si on les présente au début et on les présente à la fin de l'histoire, c'est parce que, d'une part, c'est pas qu'ils sont sans histoire, mais qu'on n'est pas tout à fait à l'aise avec leur histoire. Et d'ailleurs, on n'a pas beaucoup de place, parce que la grande place, c'est les Canadiens français. Donc c'est un peu ça, mais le malaise vient du fait que à la fois il y avait comme métissage entre les Québécois et les Amérindiens. Les Québécois, quand je dis Québécois, je dis francophones, et que longtemps ça a été condamné, ça entache, si vous voulez, l'arbre généalogique. Des fois, il y a une femme amérindienne qui est là. De l'autre part, il y a aussi une forte assimilation des Amérindiens. Alors, dans le passé colonial, les colons européens, autant britanniques que français, ils ont contribué beaucoup à une assimilation, sinon à vraiment une extinction des peuples amérindiens. Alors, c'est pour ça un peu ce silence où la culture se mélange, où le métissage se fait, où nous aussi on est mi-québécois, mi-amérindiens, les Amérindiens deviennent des métis aussi. Donc au lieu de montrer dans les musées ce mix culturel, on préfère s'en tenir seulement à la pure tradition qu'ils avaient au début et au mode traditionnel, et ensuite les présenter maintenant juste parce qu'ils ont eux-mêmes ils ont pris plus de place. Et donc c'est cette malaise, c'est une chose dont on n'en parle pas.
Parce qu'on dit beaucoup que les Britanniques ont opprimé les francophones, mais on ne peut pas donc dire que les francophones, des fois, ils ont fait des choses pas correctes, et surtout avec le missionnarisme, l'idée de convertir les Amérindiens, cela a amené des maladies, cela a déstructuré les sociétés amérindiennes parce que tout devenait un péché, tout le rituel, toute leur tradition, leur mode de vie devenait un péché aux yeux de la religion catholique. Le chaman était un hérétique, etc. Donc on a beaucoup bousculé les Amérindiens dans leur culture, dans leur vision de la vie, et donc c'est une période de l'histoire même de la Nouvelle-France qui est un peu occultée parce qu'on n'est pas bien avec tout cela. On n'est pas rendu à s'excuser. On s'est excusé par contre pour les internats parce qu'on a pris des enfants amérindiens, on les a obligés on les a changés en des vêtements, on les a mis des uniformes et on les a gardés à des internats, et donc ils avaient interdit de parler leur langue amérindienne, etc., dans le but de les assimiler. Et d'ailleurs, cette loi sur les Amérindiens que je vous ai présentée, si un Amérindien faisait des études plus poussées, mais il perdait sa qualité d'Amérindien. Il devenait européen. Donc, comme si je fais un doctorat, je suis plus roumaine, je perds mes qualités de roumaine parce que les Roumains ne le font pas. Donc, c'est un peu ces choses, c'est une mémoire douloureuse, et donc d'un part et de l'autre, et on préfère ne pas en parler. Donc, c'est un silence voulu, si vous voulez. Et l'histoire scolaire est toujours n'est pas à jour avec ce qui se passe sur le plan politique. Ça prend du temps jusqu'à temps que l'histoire scolaire fait une place à quelque chose qui existe déjà dans la société, et donc on n'en parle pas de ce mouvement global des anciens, je veux dire, des populations autochtones. On ne fait pas de référence à Australie ou autre chose. Ce qu'on présente des fois, c'est justement le mouvement colonial, parce qu'on inscrit l'histoire québécoise dans une histoire, dans un rapport de colonie, métropole, etc. Et donc on présente un peu Algérie et d'autres choses, on peut en faire référence sur ça. Voilà, je pense que je vous remercie à tout le monde et je suis très heureuse d'être ici. Merci.